Dans 2 minutes, on commence.
Pour les qualités. Je suis avec un frère qui, depuis des années, et cette messe, j'aimerais déjà, en même temps, nous dire chers amis, nous avons des qualités diverses. Recevez ma considération et simplement pour remercier cette disponibilité à cette belle messe d'amitié qui consacre notre lutte face à l'éradication de la pollution. Donc, nous sommes invités à une réunion digitale pour appeler la lutte contre la pollution. Chers amis, merci d'être là. Je passe la parole également au président Carl, le gouvernement. Beaucoup, cher ami président. C'est un plaisir pour moi d'assister à cette réunion et de participer à cette réunion. La première fois, c'est un honneur pour notre d'être ici. Je m'en dis très sincèrement que cette réunion de ce soir est une réunion très pertinente, une réunion de lutte contre la poliomyélite. On ne cessera jamais de le faire. Et en tant que Rotariens, nous sommes ici pour éradiquer complètement cette maladie. Parce que c'est dans cette optique, cet environnement a été dans notre hôpital, je vous souhaite une réunion que la fête avec. Merci beaucoup, chers amis rotariens, chers amis rotaratiens, interaciens, visiteurs, invités, bonsoir. Eh bien, ils se sont rencontrés dans le fleuron du Rotary international et depuis lors, l'habitué ne fait que se consolider davantage. Ce soir, nous assistons à une réunion conjointe entre les Rotary Club de Cotonou-Redif, de Cotonou-Tigori et de Cotonou-Fuyosel. Encore une fois, merci de passionner et de reconnaître cette belle initiative. Cette réunion conjointe, elle dit, sera spéciale. Et si vous en doutez, je vous autorise alors à vous formuler dans l'ordre du jour qui se résume ainsi que suit. Structuré en 7 points, nous avons avancé 7. Le besoin est de le rappeler. L'instant camaraderie, instant mot de bienvenue des présidents, introduction du communicateur, communication statutaire qui portera sur le thème la polio. Pourquoi continuer les efforts vers une éradication mondiale, une personne bien avisée, bien qualifiée pour un tel décryptage. Juste après, nous allons faire place à l'instant des questions-réponses suivant la présentation des visiteurs et des invités. Les informations diverses seront au rendez-vous. Rideau sera mis sur cette réunion par le son de la cloche. Chers amis présidents, qu'il me soit permis de vous soumettre pour amendement et validation du présent ordre du jour. Merci beaucoup, cher ami du protocole.
Et chers amis, voilà ainsi révélé dans le groupe. Vous avez des amendements, c'est le moment de l'amendement. Chers amis, ça peut aller. Il n'y a pas d'amendement, je vous prierai de valider ce notre paragraphe. À cette ovation, donc, je m'autorise à exécuter le présent ordre du jour par le premier point, vote de prévu du président. Ma foi, ça a été dit, on sait jamais. Un mot, est-ce qu'il y a encore? Non, on peut avancer. Alors, nous allons progresser tout doucement vers l'instant de la communication. Il ne sera pas impertinent de rappeler que nous sommes dans le mois de la lutte contre la polio. C'est ce qui justifie d'ailleurs toute la pertinence, toute l'importance de la thématique intitulée La polio pour pouvoir continuer les efforts vers une éradication mondiale. Qui mieux qu'un sachant, qui mieux qu'un spécialiste, qui mieux que quelqu'un qui a traité pendant des années de cette thématique au Rotary pour nous donner cette communication. Chers amis, je ne suis pas la personne la mieux appréciée pour le financier. Notre communicateur a pour nom Michel Zafon. Permettez-moi d'introduire le passe-président du Rotary Club de Cotonou-Til. Il est par ailleurs le président de la commission Polio Plus. Il a pour nom Pépé Franck, je le dis ainsi, James. Est-ce qu'il est en ligne? James, Pépé James, il est en ligne. Nous allons donc lui laisser place pour la présentation du communicateur. Il n'est pas en ligne. D'accord. On me souhaite que notre passe-président, oui, n'est pas en ligne. Je vais donc demander au président du Rotary Club de Cotonou, le groupe Cotonou-Til, de bien vouloir nous accompagner pour cet essai de présentation du communicateur sur l'innovation. Merci bien, chers amis. Alors, notre communicateur du jour est bel et bien notre cher ami Michel Zafran. Michel Zafran est vice-président pour l'Europe du Sud du comité du Rotary international pour la campagne On finit avec la polio. Quant à rebours de l'histoire, il est membre également et passe-président du Rotary Club de Gers d'Yvonne. En 2016, de 2016 plutôt à 2021, Michel Zafran était le directeur de l'initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite à l'Organisation mondiale de la santé OMS. En mars 2021, il a pris sa retraite de l'OMS où pendant plus de 33 ans, il avait exercé différentes fonctions dans le domaine de la vaccination. Michel Zafran est né en Alger. Il a un diplôme d'ingénieur de l'École centrale de l'Union France et un certificat en épidémiologie tropicale de l'Université de Heidelberg en Allemagne. Avant de rejoindre l'OMS, il avait travaillé au Maroc, en RDC, au Burkina Faso et en Éthiopie pour le groupe de recherche et d'échange technologique et le ministère français de la coopération. Voici, chers amis, ainsi présentés, notre cher ami Pépé Michel Zafran, sous vos ovations. Cette ovation n'est pas la qualité. Bonjour à tous. Eh bien, cher ami Michel Zafran, en 20 minutes, nous allons délecter la belle communication. Merci. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien, tout à fait. D'accord. Je vais vous projeter une présentation. J'espère que ça va fonctionner. Est-ce que vous voyez ma diapositive? Oui. Oui, nous le voyons, Pépé. Super.
Merci beaucoup, merci pour votre invitation. Je suis très touché d'avoir été invité à vous parler ce soir de l'éradication de la polio. Je suis également très touché que plusieurs clubs de Cotonou se réunissent et fassent une réunion conjointe pour écouter cette présentation. Et j'espère que ce que j'aurai à vous dire vous sera intéressant et que vous aurez à cœur ensuite de me poser des questions et d'engager des actions avec vos clubs pour soutenir le programme. Alors, ce que je vais faire lors de ma présentation, c'est essayer de vous faire un point sur le programme mondial pour l'éradication de la polio, et puis vous expliquer pourquoi, même si pour des Rotariens du Bénin, c'est sans doute moins difficile à comprendre que pour un petit Français ou un petit Anglais, pourquoi il faut continuer les efforts jusqu'à ce qu'on ait complètement éradiqué cette maladie. Cette maladie est une maladie millénaire. Vous voyez au centre de cette diapositive une pierre égyptienne qui date de milliers d'années, où on voit déjà une personne qui s'appuie sur un bâton et dont la jambe droite est affectée par une maladie, et c'était déjà la polio. Donc la polio est une maladie qui est très ancienne. C'est une maladie causée par un virus, donc une maladie virale, qui se transmet par de l'eau contaminée. Mais ce qui est important à comprendre aussi, c'est que c'est une maladie qui est très largement asymptomatique. Ça veut dire que quand vous avez 300 personnes qui sont infectées par ce virus, parce qu'il circule dans les eaux souillées, une seule va en fait développer la maladie, contracter la maladie et être paralysée. Et toutes les autres personnes qui sont infectées par le virus ne sont pas malades, ils auront peut-être un peu de fièvre, se sentiront peut-être pas très bien, mais ils ne seront pas paralysés. Mais par contre, ils peuvent transmettre le virus aux personnes avec qui ils sont en contact. Donc c'est une maladie qui, comme la Covid, peut circuler extrêmement rapidement et silencieusement. On n'a pas de traitement contre cette maladie. Aucun traitement n'existe pour la maladie. Une fois que vous avez contracté la maladie, que on a commencé à développer les paralysies, on ne peut pas revenir en arrière. Les enfants qui sont paralysés par la polio ne pourront pas ne plus être paralysés. On ne peut pas les guérir. Par contre, on a des vaccins très efficaces, et ça depuis les années 50, la fin des années 50, qui sont des vaccins qui protègent contre cette maladie, qui font en sorte que les enfants ne puissent pas contracter la maladie. Et c'est pour ça qu'on a lancé ce programme avec le Rotary. Parce que en 1985, quand le Rotary a eu l'initiative de lancer un programme mondial pour la vaccination des enfants, pour protéger les enfants contre la polio, il y avait tous les ans 350 000 enfants paralysés presque partout dans le monde. Tous ces pays que vous voyez en jaune sur la carte du monde étaient affectés par le virus de la polio. Ça veut dire qu'un enfant était paralysé toutes les 2 minutes. Donc un fardeau de maladie extrêmement lourd. Et c'est pour ça que le Rotary a décidé en 1985 de lancer une initiative mondiale avec tout son réseau de clubs et de Rotariens de par le monde pour lever des fonds et pour permettre de vacciner des enfants partout dans le monde et pour éradiquer à terme cette maladie. Alors depuis 1985, les progrès qui ont été accomplis sont extraordinaires. On a 5 des 6 régions du monde, au sens des régions créées par l'Organisation mondiale de la santé, 5 des 6 régions du monde qui ont été certifiées comme ayant totalement éradiqué le virus sauvage de la polio. Ça a commencé par les Amériques, avec ce petit garçon au Pérou qui a été le dernier à être paralysé par la polio dès 1991. Donc depuis 1991, il n'y a pas eu de polio dans toutes les Amériques. Ensuite, le Pacifique occidental, qui inclut la Chine. Cette petite fille, Mom Chanti, au Cambodge, est la dernière à avoir été paralysée par le virus sauvage de la polio.
en 1997. Depuis 1997, il n'y a pas eu de cas de polio dans le Pacifique occidental. Donc, comme je vous l'ai dit, ça inclut la Chine. Donc, c'est une grosse région au niveau de la population. Mais Alima, son visa ici. En 1998, ce petit garçon turc a été le dernier à avoir contracté la polio en Europe. Et puis, en 2011, cette petite fille en Inde, Prokshar Khatoun, a été la dernière à contracter le virus de la polio en Asie du Sud-Est. L'Inde et l'Asie du Sud-Est ont été certifiés 3 ans plus tard comme ayant totalement éradiqué le virus sauvage de la polio. C'est-à-dire que depuis plus de 10 ans, il n'y a pas eu de cas de polio dans toute l'Asie du Sud-Est, et donc dans l'Inde. Un succès du programme de vaccination, du programme mondial pour l'éradication de la polio, qui a fait basculer les mentalités. Jusqu'au moment où l'Inde a réussi à éradiquer la polio, le monde était un peu dubitatif et pensait, est-ce que c'est vraiment possible d'éradiquer la polio? À partir du moment où l'Inde l'a fait, et l'Inde l'a fait, comme je vous l'ai dit, depuis plus de 10 ans maintenant, le monde a commencé à basculer en disant si l'Inde a réussi à éradiquer la polio, on peut éradiquer la polio partout. Et puis est venue cette petite fille au nord-est du Nigeria, dans l'état de Borno, où elle a contracté la polio en septembre 2016. Elle s'appelait Yafana Ali. Et c'est la dernière à avoir contracté un virus sauvage endémique de la polio en Afrique. Quand le Nigeria a réussi à éradiquer la polio, alors que la zone où le virus continuait de circuler était une zone sous le contrôle du groupe Boko Haram, où il était extrêmement difficile d'envoyer des vaccinateurs et de vacciner, on s'est dit, vraiment, on est tout près du but. Alors donc, on a fait des progrès extraordinaires. Mais en plus de ça, non seulement on a réussi à éradiquer le virus sauvage dans 5 des 6 régions du monde, mais vous voyez, il y a 3 types du virus de la polio. Alors, ce n'est pas très original, on les a appelés le virus type 1, type 2 et type 3. Eh bien, le type 2 a été déclaré éradiqué par l'Organisation mondiale de la santé en 2015. Le type 3 a été déclaré éradiqué par l'Organisation mondiale de la santé en 2019. Donc en fait, il n'y a plus que le type 1 qui circule. Et il circule uniquement dans 2 pays dans le monde, le Pakistan et l'Afghanistan. Donc, si vous vous remettez en arrière à cette carte où la plus grande partie du monde était jaune, on en est maintenant en 2024 avec cette carte où le virus sauvage de la polio n'est plus endémique que dans 2 pays dans le monde, le Pakistan et l'Afghanistan. Et si on plonge un petit peu plus précisément au Pakistan et en Afghanistan, voilà la carte du Pakistan et de l'Afghanistan. L'Afghanistan est au nord, le Pakistan est au sud. Et ce sont les nombres de cas de polio en 2020 dans les 2 pays. Alors vous voyez toutes les petites silhouettes là de différentes couleurs sont des cas de polio. En 2020, il y a eu 140 enfants qui ont été paralysés par la polio. Mais en plus de ça, vous voyez tout un tas de couleurs différentes. Et toutes ces couleurs différentes représentent, pour le virus de type 1, des lignées génétiques qui sont différentes. Donc une variété génétique quand même assez importante. On se projette maintenant en 2023, et voilà la situation en 2023, avec simplement 12 enfants paralysés, c'est 12 de trop, mais c'est beaucoup moins qu'avant, et une présence du virus d'abord beaucoup moins diversifiée qu'en 2020, avec beaucoup moins de couleurs, donc beaucoup moins de lignées génétiques différentes, et puis beaucoup plus concentrée dans des zones particulières. Donc beaucoup moins de circulation du virus. En 2023, donc l'an dernier, on pensait vraiment qu'on était tout près d'éradiquer le virus sauvage. Malheureusement, cette année, 2024, la situation a totalement dérapé. Et vous le voyez à nouveau, on a cette année 55 enfants qui ont été paralysés, donc un redoublement et une circulation beaucoup plus étendue dans les 2 pays qu'en 2023. Donc une situation délicate, difficile,
causée par, bien entendu, des problèmes politiques au sein des deux pays, mais également je dirais une incapacité à bien vacciner, à conduire des campagnes de vaccination efficaces. Donc, on a toujours bon espoir de pouvoir éradiquer le virus sauvage de la polio, parce que la situation est quand même en 2024 bien meilleure qu'elle ne l'était en 2020, avec un virus sauvage qui s'appauvrit en termes génétiques, qu'il est beaucoup moins diversifié qu'il n'était en 2020. Mais quand même, il y a quand même pas mal de circulation, particulièrement dans les zones ici, des zones tribales et les zones de l'Afghanistan, où il est extrêmement difficile de vacciner, même si les autorités locales, les talibans et les autorités pakistanaises sont d'accord pour vacciner. C'est quand même très difficile d'arriver à vacciner dans certaines de ces zones très montagneuses. Alors, le virus sauvage de la polio est en train de disparaître. Je vous ai montré qu'on était passé de 350 000 cas par an à quelques dizaines maintenant. Donc, on est en train réellement de gagner la lutte contre le virus sauvage de la polio. Mais si vous regardez la carte du monde, ou plutôt de l'Afrique et du Moyen-Orient, vous voyez que ici, le Pakistan, l'Afghanistan, il y a tous ces cas de polio causés par le virus sauvage. Mais on a en Afrique en particulier, mais également au Yémen, à Gaza, ce qu'on appelle des virus mutants. Des virus mutants, qu'est-ce que c'est ces virus et des enfants qui sont paralysés par ce virus mutant. Et vous voyez d'ailleurs qu'au Bénin, il y a également un petit point vert. Alors, au Bénin, on a eu un cas cette année, le 18 mai, un enfant qui a été paralysé, avec une flambée qui avait commencé en 2022. On avait eu 13 enfants paralysés. Donc une flambée causée par ce virus mutant. Qu'est-ce que c'est que ce virus mutant? Il faut savoir que pour la vaccination contre la polio, on utilise un des vaccins qu'on utilise, pas tous, mais un des vaccins qu'on utilise c'est un vaccin oral, c'est les petites gouttes qu'on met dans la bouche de l'enfant, qui contient un virus de la polio qui est vivant, mais qui est très très affaibli, très atténué. Alors quand on vaccine un enfant, l'enfant à terme, il va excréter le virus vaccinal au bout d'un certain temps. Et ce virus vaccinal qu'il va excréter, si l'assainissement n'est pas très bon, si on n'a pas d'eau de bonne qualité, il peut circuler entre les enfants et entre les populations de la communauté. Alors au début, ce n'est pas vraiment un problème parce que le virus vaccinal va vacciner les enfants qui sont contaminés avec. Mais si trop d'enfants ne sont pas vaccinés directement avec les gouttes dans leur bouche, le virus peut passer d'un enfant non vacciné à un autre enfant non vacciné pendant un certain temps. Et si ça dure trop longtemps, à ce moment-là, le virus peut muter génétiquement, il peut changer génétiquement et redevenir dangereux. Et c'est là qu'on a des cas de polio causés par ces virus mutants, parce que le virus du vaccin est, au bout de plusieurs mois, redevenu un virus dangereux et il va causer des cas de paralysie chez les enfants qui ne sont pas vaccinés. Les enfants qui sont vaccinés, eux, sont protégés par le vaccin. C'est les enfants non vaccinés qui rentrent en contact avec ce virus qui a muté, qui peuvent contracter la maladie. Alors, qu'est-ce qu'on fait contre ce problème? Eh bien, on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait plus ces mutations. Donc, on a, depuis une douzaine d'années, lancé un programme de recherche auquel, d'ailleurs, le Rotary a contribué financièrement pour développer un nouveau vaccin. Et ce nouveau vaccin a été mis sur le marché et autorisé par l'Organisation mondiale de la santé en 2020. Juste avant que je quitte mes fonctions à l'OMS, on a réussi à donner l'agrément à ce vaccin. Et c'est un nouveau vaccin qui est une version modifiée de l'ancien vaccin qu'on utilisait. Il est beaucoup plus stable génétiquement et donc il évite les mutations et les flambées. Et donc depuis 2020, on a commencé à l'utiliser en 2021. On a utilisé environ 1 milliard de doses. Au début, c'était un peu difficile parce que la production se faisait uniquement chez un seul fabricant en Indonésie, donc on n'avait pas une grosse capacité de production. Maintenant, on a 2 producteurs de ce vaccin,
en Indonésie et un en Inde, des gros producteurs qui vont pouvoir fournir suffisamment de vaccins pour faire des grosses campagnes de vaccination nationales, régionales, pour vraiment stopper la circulation de ces virus mutants. Donc, en tant que Rotariens, nous pouvons tous être extrêmement fiers. Parce que quand nous avons lancé ce programme, 350 000 enfants tous les ans étaient paralysés par le virus de la polio. Et aujourd'hui, on a réussi à vacciner 3 milliards d'enfants avec nos campagnes de vaccination. On a évité 20 millions de paralysies grâce à ces programmes de vaccination. On a fait en sorte qu'1,5 million de personnes soient sauvées, puissent vivre aujourd'hui, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais la maladie le virus cause des paralysies, mais quand ce sont les muscles respiratoires, le diaphragme qui sont paralysés, l'enfant peut décéder parce qu'il ne peut plus respirer. On a mobilisé partout dans le monde des millions de bénévoles. Je vous l'ai dit, on a réussi à éradiquer 2 des 3 types du virus sauvage. On a libéré 5 des 6 régions du monde du virus sauvage et on a réduit le nombre de cas de manière absolument dramatique. Mais en plus de tout ce travail qu'on a fait, nous, Rotariens, grâce aux fonds que nous avons levés et grâce aux efforts consentis par le monde, on a également fait d'autres choses. Vous le savez très bien, une des maladies qui vraiment affecte beaucoup de personnes et beaucoup d'enfants dans le monde, c'est le paludisme. Eh bien, le programme de lutte contre le paludisme s'est associé au programme de lutte contre la polio pour que chaque fois qu'il y a une campagne de vaccination contre la polio, en particulier dans les zones affectées par le paludisme et des zones isolées, qu'on puisse distribuer des moustiquaires imprégnés d'insecticides aux familles qui viennent faire vacciner leurs enfants, de manière à ce que ces familles puissent être protégées contre le moustique. Dans beaucoup de pays, en particulier au Pakistan et en Afghanistan, où on va vacciner maintenant contre la polio, les communautés dans lesquelles on va nous disent: vous êtes bien gentils, vous vaccinez contre la polio, mais la polio, c'est plus vraiment un problème pour nous. Par contre, on n'a pas d'eau potable. Alors, on a mis en place, le Rotary a mis en place des programmes de financement pour creuser des puits, pour mettre des pompes, souvent des pompes à énergie solaire, de manière à ce que les communautés puissent avoir accès à de l'eau potable dans les zones où elles en ont besoin. Et puis, quand la pandémie de Covid a frappé, en 2020, j'étais à l'époque encore directeur du programme à l'Organisation mondiale de la santé. Nous avons pris la décision d'arrêter les campagnes de vaccination contre la polio. Pourquoi? Parce que d'une part, on ne savait pas ce que c'était que ce virus de la Covid et qu'on ne voulait pas être responsable d'une accélération, d'une aggravation de la situation en envoyant dans les villages ruraux, etc., des villages isolés, des équipes de vaccination vaccinés alors qu'ils pouvaient transmettre le virus, ils pouvaient apporter ce virus. Et puis en plus de ça, on avait du personnel, une expérience, du matériel, une logistique qui pouvait être utile au pays pour lutter contre la Covid. Donc ce qu'on a fait, c'est que dès le mois de mars 2020, on a stoppé les campagnes de vaccination et on a mis notre personnel et notre logistique, notre compétence à la disposition des gouvernements pour les aider à répondre dans un premier temps aux campagnes, à la pandémie de Covid. On a aidé à identifier les cas de Covid, on a aidé à communiquer aux populations et aux villages les gestes barrières, on a aidé à coordonner la réponse, on a aidé avec nos laboratoires à faire les tests pour confirmer si c'était des cas de Covid ou non, aider à former le personnel de santé, tracer les contacts, etc. Et puis, au bout de 6 mois, quand les gouvernements avaient réussi à mettre en place leur propre mécanisme de réponse à la pandémie, à ce moment-là, on a pu reprendre nos activités liées à la polio. Et puis quand nous allons vacciner dans des zones isolées, en particulier quand on le faisait au Nigeria, dans les zones qui étaient sous le contrôle de Boko Haram, ou quand on va en Afghanistan, on ne vaccine pas uniquement contre la polio. On envoie des campagnes
de vaccination, des équipes de vaccination, et elles vont vacciner contre la fièvre jaune, contre les pneumonies à pneumocoque, etc. Parce que si on va dans une zone où il y a peu de vaccination en temps normal, parce que c'est difficile d'y aller, on n'y va pas uniquement avec un seul vaccin, on essaye de vacciner les enfants contre toutes les maladies qui sont le plus fréquentes, la rougeole par exemple également. Donc en fait, le programme de lutte contre la polio ne se contente pas de vacciner contre la polio. Il fait beaucoup d'autres choses et les financements que nous levons permettent au programme de faire beaucoup plus que simplement donner quelques gouttes de vaccin contre la polio. Alors pourquoi faut-il continuer? Pourquoi maintenant, alors qu'il n'y a plus beaucoup de cas de polio dans le monde, il y a un petit peu de cas au Pakistan, l'Afghanistan, et comme je vous l'ai montré, il y a des flambées encore en Afrique et un petit peu au Moyen-Orient. On pourrait très bien se dire, bon, ben, il y a d'autres problèmes de santé publique, il y a des problèmes très très importants, pourquoi est-ce qu'on se focalise encore sur la polio? Je vous ai montré cette carte tout à l'heure où il y a très peu de cas, mais il y en a encore. Il y a donc le Pakistan, l'Afghanistan, ici le Yémen, et ici en Afrique, en particulier au Nigeria et en République centrafricaine, des cas de polio. Mais ce n'est pas compliqué. En 2021, en novembre 2021, 5 ans après la certification de l'éradication du virus sauvage en Afrique, je vous ai dit le dernier cas du virus sauvage en Afrique était au Nigeria, dans l'état de Borno. Un enfant de 14 ans a été paralysé par la polio au Malawi. Et ce virus de la polio sauvage, virus sauvage de la polio, provenait du Pakistan. C'est-à-dire qu'il y avait une transmission qui avait été faite par des personnes qui avaient voyagé. Et en août 2022, donc l'année d'après, 8 enfants ont été paralysés au Mozambique avec ce même virus qui venait du Pakistan. C'est-à-dire que si on n'arrête pas ce virus de la polio tel qu'il circule encore au Pakistan, en Afghanistan, on ne sera jamais tranquille. Parce qu'il pourra circuler un peu partout dans le monde. Bien entendu, l'Afrique sera la première à être affectée, mais ensuite, il pourra circuler un peu partout. Si on arrête de vacciner, c'est très simple. En l'espace de 10 ans, on pourrait très bien avoir 200 000 cas de polio à nouveau, chaque année, partout dans le monde. En 2021, on a eu un cas de polio à New York, avec un virus qui avait circulé d'abord au Moyen-Orient et ensuite qui avait circulé à Londres. On l'avait détecté dans les eaux usées à Londres et il avait paralysé un jeune homme, un homme de 20 ans qui ne s'était pas vacciné à New York. Donc le virus circule partout si on ne l'éradique pas. Il faut absolument l'éradiquer. Il faut que les efforts que nous avons engagés, nous, Rotariens, en 1985, qui avons réussi à convaincre l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF, la Fondation Bill et Melinda Gates, le Centre de lutte contre les maladies des États-Unis, le CDC, et Gavi, l'Alliance pour les vaccins, nous avons réussi à convaincre toutes ces grosses agences de travailler avec nous pour éradiquer la polio. Nous devons continuer nos efforts jusqu'au bout, jusqu'à ce que le virus soit totalement éradiqué. Mais pour finir le travail, ça coûte cher. Pourquoi? Parce que même s'il n'y a pas beaucoup de cas, il faut quand même tous les ans vacciner environ 300 à 350 millions d'enfants dans tous les pays qui sont à risque. Les pays où la couverture vaccinale n'est pas très très élevée et où l'économie n'est pas très très bonne. Et donc, il peut y avoir encore beaucoup de cas de polio. Et puis, il faut financer les vaccinateurs et maintenir toujours ce qu'on appelle la surveillance épidémiologique, c'est-à-dire la détection des cas pour s'assurer que le virus circule ou ne circule pas. Si on ne vérifie pas qu'il y a de la polio ou qu'il n'y a pas de polio, on ne pourra jamais confirmer qu'on a éradiqué ce virus. Donc tout ça, ça coûte extrêmement cher. Et c'est dans ce contexte que le Rotary, tous les ans, s'engage à mobiliser 50 millions de dollars. Et chaque dollar que nous allons mobiliser pour contribuer à l'éradication mondiale de la polio, eh bien, la fondation de Bill et Melinda Gates va donner 2 dollars. C'est-à-dire que nous donner 2 dollars. C'est-à-dire que nos 50 millions de dollars vont se transformer en 150 millions de dollars qu'on va pouvoir contribuer au programme mondial de l'éradication de la polio.
Et c'est pour ça que nous nous engageons, nous, Rotariens, à lever tous les ans, à faire des actions pour lever des fonds et contribuer et s'assurer que ces 50 millions de dollars sont levés par les Rotariens pour qu'on puisse récupérer les 100 millions de dollars de la Fondation Gates. Alors, l'année passée, voilà comment ont été utilisés nos 150 millions de dollars. On a surtout aidé le Pakistan, l'Afghanistan, mais pas uniquement. On a également fait de la réponse aux flambées, comme par exemple la flambée qu'il y a eu au Bénin, mais où il y a aussi au Nigeria, également en République démocratique du Congo, en République centrafricaine, au Yémen, et puis récemment un cas de polio à Gaza, où on a financé également une campagne de vaccination. Donc, je résume, nous pouvons, comme je vous l'ai dit, être extrêmement fiers en tant que Rotariens de tout ce qui a été accompli. Réellement, on peut être fier du travail fait et de l'engagement que nous avons pris d'éradiquer cette maladie. Mais nous devons rester engagés jusqu'au bout, jusqu'à ce que le virus soit totalement éradiqué, de manière à ne pas gâcher tous les investissements que nous avons faits, tous les efforts qui ont été faits au cours des années de par le monde. Et tenir notre promesse qui a été faite aux enfants de ce monde que un jour, ils pourront vivre dans un monde où plus aucun d'entre eux ne risquera de contracter la maladie de la polio, une maladie terrible. Voilà. Merci infiniment. Si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Merci beaucoup, cher ami Michel Zafran. Eh bien, dans une EZZ de Langador, je suppose que tu y es, qui est certainement, tu nous as convaincus des raisons pour lesquelles nous devons continuer les efforts pour éradiquer la polio. Il ne t'a pas échappé de démarrer cette communication par une genèse sur la poliomyélite. Tu as présenté, tu as fait une étude comparée sur la polio dans l'espace, en Amérique, au Pacifique, Turquie, Indonésie, et ainsi de suite. Tu as également insisté sur la typologie de la polio, tu as présenté la cartographie de la polio dans le monde et tu nous as également communiqué cette fierté que nous devons avoir en tant que retard pour continuer d'œuvrer pour l'éradication de la polio. Merci encore une fois pour cette belle sans doute des questions, des apports, des amis. C'est le moment d'audition. Je commence par ma droite. Question, apport sur cette belle communication que nous a donnée notre cher ami Michel Zafran. Merci, j'enregistre d'abord peut-être photographie. Bien. Merci. Là, je suis dans le collège du président peut-être le Vidocel, président peut-être photo Conti Tanguy. Toujours à ma droite, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je me tourne vers la gauche. 10 des questions ouvertes. Merci, cher ami. Nous pouvons avoir le nom. Cher ami Gaston de Soudan. Merci. Je peux s'enregistrer également sur la liste. Nous sommes à 4 terminants. Le cinquième, s'il vous plaît. Gauche ou droite? Non? D'accord. Merci. Immédiat passe-président de votre club de Cotonou. Merci beaucoup. J'ai apprécié la communication. Ma question, c'est de savoir qu'est-ce qui freine aujourd'hui la vaccination? Est-ce qu'il s'agit de beaucoup d'obstacles d'ordre logistique ou est-ce que c'est beaucoup plus des problèmes de perception de l'intérêt de la vaccination par les populations? Il y a encore. D'accord. Qu'est-ce qui freine l'éradication de la... Est-ce qu'il freine la vaccination, c'est-à-dire la vaccination du vaccin dans les zones les plus populées, les zones où il y a encore des cas? D'accord. Cher ami Michel Zafran, je suis bien bon ami d'avoir les questions et
La parole te sera donnée pour répondre de façon ramassée. Tu peux y aller comme ça. Chers amis, on peut regarder ce merci. Vous voulez que je réponde à chaque question ou qu'on fasse toutes les questions d'abord? Vous préférez que je réponde à chaque question individuellement? Non, non, on reçoit toutes les questions et la parole te sera donnée pour répondre de façon ramassée. D'accord. Merci. Eh bien, président de téléphone de Cotonou. Merci beaucoup, cher ami, cher Paul. Moi, ma question est une question d'actualité. Il y a plusieurs années, aujourd'hui, nous avons, en tant que Rotariens, éradiqué le mal comme on le peut. Mais je voudrais poser une question sur la dose vaccin. Est-ce qu'elle est létale? Pourquoi je pose cette question? Parce que tout récemment, chez nous, au Bénin, ici, il y a une vague d'enfants qui ont été vaccinés et qui malheureusement ont été emportés. C'est-à-dire qu'on a eu des cas de décès parce que le gouvernement a décidé de prendre en charge les enfants qui ont subi cette vaccination. Et il y a quelques années, pardon, il y a quelques mois, et dans cette année, je me rappelle bien, que j'avais subi cela. J'étais dans un hôpital et qu'un enfant, un monsieur venait avec lui parce que son enfant était décédé à cette vaccination. Ici, pourrait créer des doutes de réticence, beaucoup de réticence par rapport à cette vaccination, parce que quand les vaccinateurs ils se promènent de maison en maison pour vacciner les enfants, les parents commencent par être réticents et à chasser ces agents de vaccination. Donc, c'est un blocus, en quelque sorte, pour notre lutte pour cette éradication. Donc, je voudrais savoir, est-ce que cette chose, elle est létale? Vous avez expliqué qu'il y a des vaccins qui étaient administrés. Mais de nos jours, on sent dans votre explication qu'il y a une diversité de vaccins. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on peut s'assurer que ces vaccins sont stables? Parce que ce qui se passe, ça fait un peu peur. Malgré qu'on veut construire, mais on détruit en quelque sorte. Je voudrais que vous nous explicitiez un peu sur ce cas. Maintenant, une autre question, si vous me le permettez. Je voudrais savoir les modes de transmission de ce virus. Vous avez dit que ça se transmet d'un enfant vacciné à un enfant non vacciné. Quels sont les modes de cette transmission? On peut savoir. Et pour finir, je voudrais nous exhorter, en tant que Rotariens, à ne pas lâcher, à être bas. Je voudrais inciter tous les amis présents ici parce que l'exemple a montré que nous avons éradiqué le mal à un certain niveau. Donc, il y a encore de prouesses à faire. Pour ce faire, j'inciterai les amis à intégrer cette polio pour que l'objectif soit vraiment atteint. Merci. Merci beaucoup, cher ami, le président de l'hôtel de Cotonou fiduciaire et bien le président, le président de l'hôtel de Cotonou. Merci à mon protocole. Chers pépés enfants, je retiens au terme de la communication que nous devons rester, tant que Rotariens, engagés jusqu'au bout. C'est tout vrai et nous y sommes. Il y a une question de curiosité à ton égard. Je sais que tu es l'initiateur de ces polio, plus tout à l'heure, mon prédécesseur, Moulot, en a évoqué. Je voudrais savoir quelles étaient tes motivations. Comment tu en es arrivé, avec d'autres amis, bien sûr, jusqu'à implanter
un tel sexe, polio plus. Merci. Bien, nous avons l'ami Gaston de Sousa. Merci, ami Michel Sapon, pour par rapport au programme de participation, tout dans les zones en conflit. Quelle stratégie ou quelle approche sont utilisées pour faire accepter cette vaccination par la population? Et déjà, le vaccin lui-même, compte tenu de certains facteurs sociologiques, pas accepté. Et maintenant, les zones avec les conflits, ça rend le programme encore plus difficile à déployer ou à mettre en œuvre. Quelles sont les stratégies utilisées? Merci beaucoup, cher ami. Je suis désolé, mais la dernière question, excusez-moi, la dernière question, je ne l'ai pas du tout comprise. Le son n'est pas très bon. Donc, je ne sais La pas si dernière vous question, pourriez la répéter en étant plus proche du microphone. Quelles sont les stratégies ou les approches utilisées en zone de conflit, de guerre, pour faire administrer ces vaccins? D'accord. Stratégie adoptée en zone de conflit pour faire administrer ces vaccins. C'est juste la question. D'accord, très bien. Merci. Nous allons revenir dans un temps plus propice à reconnaître les amis qui sont en ligne. Mais déjà, je fais un détour pour reconnaître la présence du PDG, Salih Ibrahima, qui est en ligne. Et parole sera donnée certainement après la réponse que le PP Michel Dacon va apporter. Merci. PP Michel Dacon. Donc, je réponds aux premières questions. Oui, exactement. On a un total 4 questions. D'accord, je suis désolé, hein, je n'entends pas toujours très bien. J'espère que j'ai réussi à bien noter toutes les questions. La première question était, je crois, liée à savoir quels sont les problèmes liés à la vaccination. Est-ce que c'est des problèmes de perception des communautés qui ne veulent pas que leurs enfants soient vaccinés ou des problèmes logistiques? Et en fait, la réponse, c'est qu'on a une combinaison de problèmes. Dans certaines zones, dans certains pays, dans certaines zones de certains pays, ce sont des problèmes logistiques où il est difficile d'accéder aux communautés parce que ça coûte très cher, elles sont isolées, elles sont dispersées, etc. Mais la plupart du temps, c'est surtout, je dirais, un problème de, pas nécessairement de perception, mais de refus de la vaccination en raison soit de croyances, soit de groupes politiques, soit de croyances religieuses, soit des groupes politiques qui s'opposent à la vaccination. Alors, je vous ai donné tout à l'heure l'exemple du Nigeria avec le groupe Boko Haram qui ne veut absolument pas que les enfants soient vaccinés, et ne veut pas que ça, mais il y a une opposition à la vaccination. C'est également le cas, par exemple, en Afghanistan, dans certaines zones d'Afghanistan où des groupes s'opposent à la vaccination euh, pour des raisons, je dirais, pseudo-religieuses, parce que, en fait, les grands imams et les grands mollahs de l'islam garantissent que le vaccin est tout à fait acceptable et peut être administré aux enfants, mais certains groupes refusent la vaccination. On a le même problème en Europe, hein, où il y a des groupes qui refusent la vaccination pour un certain nombre de raisons. Donc on a beaucoup une combinaison de problèmes de perception des communautés qui refusent que les enfants soient vaccinés et de logistique. Je dirais que les problèmes de perception en Afrique sont beaucoup moins importants qu'ils ne le sont en Europe. En Europe, on a beaucoup plus de refus de vaccination qu'on en a en Afrique en général. Mais dans les zones urbaines, dans les villes, dans les zones où il y a, je dirais, des communautés un peu plus aisées, on a tendance à avoir cette circulation de rumeurs sur les vaccins qui font que les parents ne font pas vacciner leurs enfants. Et c'est vraiment le risque, c'est qu'il n'y ait pas suffisamment d'enfants vaccinés, parce que s'il y a beaucoup d'enfants vaccinés, le virus il va pas pouvoir circuler, que ce soit le virus de la polio, le virus de la rougeole, le virus de la fièvre jaune. Si, par contre, beaucoup d'enfants ou beaucoup de personnes ne sont pas vaccinées, le virus il va circuler et il va créer des épidémies. Alors, vous m'avez posé des questions effectivement sur le virus issu, le virus mutant.
Les virus mutants, effectivement, c'est un peu compliqué à comprendre, mais on utilise un vaccin qui est un vaccin oral, qui est facile à administrer, qui n'est pas cher à produire. C'est le vaccin contre la polio. Et dans ce vaccin, pour faire le vaccin, on a mis un virus de la polio et on l'a affaibli très très fortement. Donc il est plus dangereux. Et le fait d'ingérer un virus très très affaibli fait que le corps va développer des anticorps pour se protéger contre la maladie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous vaccinez un enfant avec des gouttes du vaccin oral. Ben, comme c'est dans la bouche, à un moment donné, ça va passer dans son intestin, et puis à un moment donné, il va excréter ce virus. Et puis, si il excrète dans la rivière ou dans l'eau, etc., et qu'il n'y a pas un grand assainissement dans la zone, eh ben, il va contaminer l'eau. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y a d'autres enfants qui vont venir jouer et qui risquent d'être contaminés avec cette eau qui a été souillée. Et donc, ils vont être contaminés avec ce virus vaccinal que l'enfant a ingéré. De deux choses l'une, soit ces enfants avaient été vaccinés eux-mêmes, il n'y a aucun problème. Soit ils n'ont pas été vaccinés, à ce moment-là, ils vont être contaminés par ce virus vaccinal. Et donc, ils vont être indirectement vaccinés aussi, parce que le virus vaccinal va les protéger. Mais si ça dure trop longtemps, c'est-à-dire qu'il y a un enfant qui a été vacciné et des centaines qui n'ont pas été vaccinés, ça va permettre au virus qui est tombé dans les eaux souillées, le virus vaccinal, de passer d'un enfant qui au départ était vacciné à un autre enfant qui n'est pas vacciné. Et ensuite, lui, il va excréter à nouveau ce virus et ça va passer à d'autres enfants et d'autres enfants. Et si ce passage d'enfant à enfant par les eaux souillées dure trop longtemps, si ça dure, parce qu'il y a beaucoup d'enfants pas vaccinés, si ça dure des semaines et des mois, eh bien, le passage d'un corps humain à un autre corps humain, au fur et à mesure, va permettre au virus de muter génétiquement. Et s'il mute génétiquement, eh bien, il peut redevenir dangereux. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut, quand on fait des campagnes de vaccination ou quand on vaccine dans les dispensaires, vraiment vacciner tous les enfants. Parce qu'un enfant vacciné ne va pas contracter la maladie. C'est vraiment les enfants qui ne sont pas vaccinés qui contractent la maladie. La transmission se fait par voie orale fécale parce que c'est un vaccin oral. Donc si on l'ingère de manière par la bouche, on va à un moment donné l'excréter. Et puis, il est important de comprendre que si tous les enfants d'un village sont vaccinés, si ce virus circule, personne ne le contractera. Personne ne sera affecté par la maladie. Par contre, il est vrai que dans un certain nombre de zones, les enfants souffrent d'autres maladies, de maladies diarrhéiques. Et donc parce qu'ils ne sont pas très bien alimentés, parce que l'eau n'est pas de très très bonne qualité, etc. Donc ils vont avoir la diarrhée. Et s'ils ont la diarrhée et que vous les vaccinez au moment où ils ont la diarrhée, le vaccin ne va pas vraiment bien prendre parce qu'ils vont l'ingérer et puis ils vont tout de suite le perdre dans la diarrhée. Donc en fait, des fois, 3 doses de vaccin ne seront pas suffisantes pour protéger l'enfant et il faut refaire des campagnes de vaccination pour vraiment les protéger, pour s'assurer qu'ils ont vraiment été vaccinés par le vaccin qu'ils ont pris. Alors il y a un autre vaccin qu'on utilise maintenant également, mais qui est beaucoup plus cher, qui est un vaccin injectable qu'il faut administrer avec une seringue et une aiguille, qui est un vaccin inactivé, qui lui n'a pas ce problème de mutation génétique, mais il coûte 10 à 20 fois plus cher et il faut du personnel médical pour le donner. Il faut que l'enfant aille dans le dispensaire et que ce soit un vaccinateur qui est autorisé à faire des injections qui le donne. Donc, on ne peut pas le faire dans les campagnes de vaccination quand on fait du porte-à-porte. Il faut vraiment que ça soit dans le dispensaire ou dans le centre de santé que l'enfant soit vacciné. Donc, c'est plus compliqué à administrer. Et maintenant, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des campagnes avec le vaccin oral. Et en plus,
dans le programme élargi de vaccination, dans ce qu'on appelle le PEV, dans les vaccinations qui ont lieu dans les dispensaires, on donne le vaccin injectable aux enfants qui sont amenés là. Donc les deux vaccins, la combinaison des deux vaccins protège réellement très bien les enfants. Alors, vous m'avez posé une question concernant le cercle Polio Plus. Le cercle Polio Plus, en fait, l'idée est venue au départ, pas de moi, mais d'un club du Rotary aux États-Unis, hein, qui ne savait plus comment lever des fonds auprès des Rotariens. Et ils ont créé un cercle qui s'appelait Polio Plus Society en anglais, la société Polio Plus. Moi, quand je suis devenu coordinateur de la polio pour la région 14, donc la France, la Belgique, Monaco, etc., j'ai essayé de voir comment également inciter les Rotariens de la région à contribuer individuellement, parce qu'évidemment, les clubs font des actions pour lever des fonds, les districts font des actions pour lever des fonds, mais les Rotariens eux-mêmes, je voulais les mobiliser individuellement. Donc en fait, j'ai lancé en français ce qu'on appelle le cercle Polio Plus, de manière à ce que chaque Rotarien puisse s'engager personnellement à contribuer financièrement, s'il peut se le permettre, financièrement à la lutte contre la polio, en contribuant un minimum de 100 € par an, tous les ans, jusqu'à ce que la certification de l'éradication de la polio soit déclarée par l'Organisation mondiale de la santé. Et donc, on a commencé dans mon district, c'est le district de la région de Lyon en France. Et puis ensuite, comme j'étais coordinateur de la région 14, j'ai incité les autres responsables de districts, les autres districts à lancer ça. Et maintenant, toute la région 14 a lancé ça. Et on a environ 1 millier de membres du Cercle Polio Plus qui, tous les ans, contribuent une certaine somme, un minimum de 100 €, mais certains qui ont les moyens peuvent contribuer plus. Voilà. Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est que on enregistre les personnes qui s'engagent et que, à l'occasion d'un événement de district, un événement un peu protocolaire, on demande au gouverneur de remettre officiellement un certificat et un insigne du Cercle Polio Plus au membre qui s'est engagé. C'est donc un peu comme la remise d'un Paul Harris Fellow, un PHF. On remet un insigne aux membres du Cercle Polio Plus. Et tous les ans, lors de la journée mondiale de lutte contre la polio, donc le 24 octobre, on essaye d'organiser un événement pour remercier ces membres du Cercle Polio Plus. Voilà, la semaine prochaine, le jeudi 24, nous organisons un grand dîner avec tous les membres du Cercle Polio Plus de la région de Lyon. Alors, la dernière question, je crois, était liée à la vaccination dans les zones de conflit. C'est effectivement très compliqué dans les zones de conflit, et d'ailleurs, vous l'avez peut-être vu sur la carte que je vous ai montrée, mais la plupart des cas de polio sont dans les cas de polio causés par les virus mutants, sont dans les zones qui sont affectées par des conflits, par de l'insécurité, par des problèmes, je dirais, intenses politiques au Yémen, dans l'est de la République démocratique du Congo, en République centrafricaine, au nord-est du Nigeria ou sur le bassin du lac Tchad. Toutes ces zones où il y a une instabilité, des guerres, des conflits, des groupes qui se battent, évidemment, font que les enfants n'ont pas accès à la vaccination de manière régulière. Alors, comment est-ce qu'on fait? Là, récemment à Gaza, donc avec la guerre à Gaza, il y a un virus qui a circulé, qui avait été détecté d'abord en Égypte, qui ensuite est passé à Gaza et qui a paralysé un enfant à Gaza. Comment est-ce qu'on fait pour vacciner? On a eu des cas, par exemple, en 2017-2018 en Syrie également. En fait, on utilise toutes les possibilités pour vacciner. D'abord, on parle à tout le monde. On parle à tous les groupes. On essaye de trouver les canaux de communication pour parler avec tous les groupes qui se battent, pour leur dire, vous avez beau vous battre, vous voulez quand même protéger vos enfants. En général, même les gens qui se battent, ils voudraient bien que leurs enfants soient protégés et n'attrapent pas de maladie. Donc en fait, on arrive à communiquer pour faire en sorte que les gens soient d'accord pour la vaccination. On arrive à des fois organiser, comme on l'a fait récemment à Gaza, ce
qu'on appelle des trêves pendant des périodes limitées de temps où les vaccinateurs peuvent s'engager et aller vacciner les enfants. Donc des accords de cessez-le-feu pour vacciner. Maintenant, il y a des situations beaucoup plus complexes. Je vous ai dit qu'on a vacciné dans l'état de Borno au Nigeria, où là, par contre, on n'avait pas le droit de rentrer, et que Boko Haram voulait absolument pas qu'on rentre. Et en fait, on a réussi à utiliser des, euh, des indicateurs, des informateurs sur place qui nous disaient si il y avait ou non des membres de Boko Haram qui étaient dans la zone. Et quand les membres de Boko Haram n'étaient pas dans la zone, on envoyait des campagnes de vaccination, des vaccinateurs qui rentraient rapidement dans la zone, vaccinaient les enfants et ressortaient très très vite. Et puis on a encerclé également les zones où le virus circulait, de manière à ce que toutes les personnes qui sortent ou qui rentrent soient vaccinées. Mais évidemment, c'est très très risqué, c'est très compliqué. Et malheureusement, beaucoup de vaccinateurs ont perdu la vie en raison des conflits, à cause de ces conflits. Donc, mais on arrive quand même à vacciner dans beaucoup de zones, mais ça veut dire qu'il y a du personnel qui prend des risques, beaucoup de risques, pour arriver à protéger les enfants contre les maladies. Voilà, j'espère que j'ai répondu aux questions qui ont été posées. Merci. Merci beaucoup, cher ami Pépé Michel Safran. Eh bien, nos cœurs sont remplis de gratitude à ton endroit et j'aimerais bien que nous laissons par une ovation bien longue. Lorsque l'inflation par les parents se taise, le par contre, lui va s'exprimer parce qu'il est le plus ancien en activité dans notre district de Puissant 3. C'est un aîné que nous chérissons si tant par ici. Il a été gouverneur 2011-2012 dans le district 9 Puissant d'Alors, cher ami PDG, par district gouverneur. Salif Bouraïma, il est en ligne. Merci de nous vouloir de ta belle voix et certainement pour remercier notre communicateur de ce soir. Car le PDG en ligne sur toutes vos ovations. Car le PDG Salif Bouraïma. Oui. En entendant qu'il nous donne sa belle voix, je vais demander à la prochaine appel de question de dire en notre nom commun un remerciement pour le PDG Salif. Merci beaucoup, cher ami. Quel apprend, cette belle communication. Je pense que ce soir, tous nous partons très, on va dire, édifiés par rapport à la question de la polio, par rapport à cette lutte-là qui dure depuis des décennies et qui aujourd'hui nous confirme même par de grands résultats. Et je pense que ce soir, on peut regarder, nous nous sentons plus engagés que jamais dans cette lutte-là. Merci encore, cher ami de Pierre. Merci beaucoup, chère amie présidente, pour cette voix dire notre séance. Je pense que le PDG est en ligne et qu'il est en fonction de s'exprimer. Vois ça même levé, même dans le chat. Vois ça même levé. Les dieux de la technique ne sont pas certainement avec nous ce soir, quand il y a de cette pour nous. Alors, nous allons avancer pour gagner en temps. Si vous autorisez, je vais continuer. On va continuer. Nous allons accompagner les chers amis de Michel Lafont par un mot. Tout le monde va dire simplement merci. Ça peut aller? Ça peut aller? Merci. Merci.
Alors, nous allons quitter, nous avançons ainsi la dernière ligne droite de cette réunion, et ce serait pour reconnaître la présence de vous qui avez fait le bon choix de nous offrir votre présence. Elle nous est très confortable, rassurez-vous, que je ne pourrais pas présenter tout le monde. Mais je reconnais bien la présence de nos amis. Vous savez, il y a un feuilleton qu'on appelle la venue d'à côté. Donc, moi, je dis la locomotive d'à côté. Ce sont nos amis de Rotaille Club Photo United. La délégation est là. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, c'est bon. Vous m'entendez maintenant? D'accord. Un petit retour en arrière pour écouter le PDG de Salut pour un Chers amis, vous m'entendez? Très bien. 5 sur 5, nous recevons PDG. 5 sur 5. D'accord. Tout à l'heure, je présente toutes mes excuses parce que je n'avais pas eu la main, j'ai demandé. Et c'est grâce à mon ami Adonis que j'ai pu être en train de vous parler. Je remercie beaucoup notre ami Michel pour ses réponses à toutes nos questions. Les réponses ont montré que c'est un homme du terrain. Et je pense que ces explications ont dû avoir vraiment édifié la plupart d'entre nous sur certaines questions qui disons, qui les gênaient, certaines questions dont ils n'avaient pas les réponses. Donc, je le remercie beaucoup et je me rends compte que c'est quelqu'un sur qui nous pouvons compter pour aller de l'avant en la matière. Merci beaucoup, c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Et maintenant, mon micro est ouvert pour toujours jusqu'à la fin de l'émission. Merci beaucoup, cher ami PDG. Nous sommes satisfaits de t'avoir entendu. Tes mots bien appréciés sont envoyés au communicateur PP Michel des enfants et en son nom, nous te disons encore une fois merci. Nous étions dans la rubrique présentation des visiteurs. Le cheminot, une fois, cheminot pour toujours, la locomotive d'à côté sont bien représentés ce soir. C'est le Rotaille Club de Cotonou United porté par son président Honoré Agon. Qui va sans doute nous présenter des membres de la délégation. Cher ami président Honoré Agon. Merci beaucoup, Paul. La délégation du territoire United est composée, par Pépé Clémence, du club. Pépé Lionel Lopez. Pépé Das Bourjaï. Ami Laurent Bonon, président de la commission Camargue et famille. Ami Oussé Aouf, président de la commission finance. Merci beaucoup, cher ami vice-président Honoré Agon, du Rotaille Club de Cotonou United, toutes nos amitiés. Eh bien, ils sont également avec nous, les amis du Rotaille Club de Cotonou Étoile, j'ai vu en ligne le vice-président Assis, et également en présentiel, nous avons l'ami Judith Cher ami, président, vice-président, bonjour. Ici, bonjour. Oui, bonjour, bonjour président, bonjour à tous. Merci. Eh bien, nous allons poursuivre pour reconnaître également la présence d'un ami. Je retrouve quand même l'autre. Il nous vient du Rotaille Club d'abord, il a pour nom, elle est la secrétaire. C'est le cas de d'accord. Alors, la plage avec une rotation de plage représentée par la présidente position à 5.
Pas présent par ailleurs. Je vais en ligne pour reconnaître la présence de nos amis qui sont en ligne. Je m'en voudrais de ne pas reconnaître au moins ce tout à l'heure la présence bien méritée du PDG Salé Mouraïma, encore une fois, merci de le reconnaître. Je fais une présentation en cascade, puisque je n'ai pas les titres pour établir le protocole. Je connais la présence de l'ami Asana Bakayoko en ligne. Je reconnais la présence de l'ami Donna Aliosso en ligne. Je reconnais la présence de l'ami Daniel Bola Babadje en ligne. Je reconnais la présence de l'ami Freno Alipono. Je reconnais la présence en ligne de l'ami F. Par contre, je crois la connaître. Il nous vient du club Rotara Dakar Javel. Et puisqu'il nous vient de loin, peut-être que je lui donne quand même la parole. Cher ami Javel, qui nous suit depuis le Sénégal, club Rotara Dakar. D'accord. Dakar. Oui. Dakar. La mémoire Oui. Oui, bon. Oui, bonsoir à tous. Protocole respecté. Je voudrais particulièrement féliciter cher ami Michel pour sa brillante exposé. Également, je voulais vous féliciter, cher parrain, pour vos efforts. Je vois souvent vos brillantes formations à travers le parrain Pépé Adonis, qui est un exemple à moi, on discute beaucoup. Donc, merci beaucoup. C'est lui qui m'a invité pour cette formation. Je vous suis beaucoup depuis Dakar. J'espère que on aura le temps d'apprendre encore plus auprès de vous. Et bonne soirée à tous. Merci beaucoup, cher ami. Eh bien, je vois un ami en ligne enregistré sur l'identité R, nous peut saluer aussi. L'ami Yann Dira est également en ligne. Je reviens donc en présentiel pour reconnaître la présence de nos partenaires dans le service. Il est débuté avec la présentation en ligne. Lui, il est le vice-président du club Rotary Cotonou, donc après animation etc. Un fait protocolaire que je corrige très rapidement, m'en excuser. Elle est la présidence du club Rotary Cotonou d'Henri et la présidente Emmanuel Max. C'est un ami, sans doute, il nous vient du club Rotary de droite, il a pour nom Kama. Un divers, un point est bien consacré pour ça. Il nous permet, tu m'autorises à avancer et je te donne la parole. Les invités, ils sont là parmi nous, l'ami Durami, je présume, Gaston de Souda. Alors, il réclame sa présentation, justement, nous te prenons des esprits, chers amis. Il a pris nom au mieux essai, il vient du Rotary, au mieux Rotary, il nous vient du Rotary Club de Cotonou-Nautique. Le profil, je ne parle pas. Gaston est mon nouvelle mission. Ah, d'accord. Ok, d'accord, c'est corrigé. Puis dans la présentation, je vois que c'est enregistré sur les invités. D'accord. Il a mérité. Ok, c'est pas grave. Bref, nous allons poursuivre certainement une commission de Rotariens en ligne en potentiel, si oui. Et cher ami, cher professeur, je parle de la ligne de PSTR. Puisque c'est nous qui accueillons, nous sommes en convention. L'interlégitimation du plan d'amour, nous reconnaissons la présence de la PSTR. Le président du club Rotary à Boumekari Locomotive est parmi nous. Et en
D'accord. Merci beaucoup. Je pense que je présentais les partenaires dans le service. Tout le monde a été présenté. Peut-être je fais un tour en ligne pour voir s'il y a des questions par là-bas. Non, je ne vois pas moins de ça. Voilà. D'accord. Voilà. Asana Bakayoko, président du club Rotaract Abidjan et ici. Merci beaucoup. C'était à venir pour la présentation. Chers amis, Asana, qui nous suit depuis la CDRIA du Bénin, nous accordons la peine de nous donner la voix. Cher ami président, Asana Bakayoko, en position. Oui. Bonsoir, cher parrain. Bonsoir, cher président. Bonsoir, tout le monde. J'espère que vous allez super bien. Permettez-moi tout simplement de reconduire le protocole. Déjà cité, je suis Asana Bakayoko, présidente du Rotaract Club Abidjan Elixir. Je tiens à dire grand merci à parrain Adonis qui m'a partagé le lien et qui m'a permis d'assister à cette très belle réunion. Merci beaucoup au PP Michel pour cette belle formation. Et merci aussi à lui pour m'avoir partagé son adresse mail. Merci à vous. C'était très enrichissant. J'ai appris énormément de choses et j'ai vraiment aimé être avec vous pour cette réunion. Merci beaucoup. Écoutez, si on a été appelé 3 fois par le PDG, l'ami de Dakar, l'ami d'Abidjan, c'est bien Adonis, merci, qui notre facilitateur. Eh bien, nous vivons le registre des questions diverses chez Ami Kamal, qui était le premier question. C'est lui au nom de la présidente de la commission. Et on réfléchit. Les résultats, les sessions de message. Et adresser à moi. Je me souviens que l'éradication de la polio est une grande priorité pour le Rotary. Et donc, la commission ayant pour principal de fédérer tous les clubs Rotary de l'Afrique autour de la lutte véritable et totalement boostée, peuplée hors de nos frontières, afin de donner espoir de vie. Je voudrais vous inviter à vous expliquer dans la lutte et ainsi dans les actions de sensibilisation de la nation. Peut-être-il penser à faire un don au fond pour l'aider. Je vous rappelle que le coût d'un vaccin est de 350 francs. Ils font pour sauver 3 vies. Et vous aurez sauvé une vie. Ces amis partenaires de lutte, faisons le geste politique afin d'être avantage et des efforts d'investissement par le Rotary depuis cette année. En tant que membre engagé, il est notre devoir de participer à l'éradication à la vie continue de menacer des vies. Sa contribution, qu'elle soit initiale ou encore, peut faire une grande différence. Nos dons serviront à l'achat de vaccins. Donc, essentiel est protéger les enfants vulnérables et stopper les propagations. Ensemble, nous avons la responsabilité de sensibiliser la communauté à l'importance de la vaccination et d'encourager un maximum de personnes à se mobiliser à travers nos actions, notre engagement et notre solidarité. Nous pouvons contribuer à l'éradication des victimes de la polio, soyons des acteurs de changement en prenant notre cause noble. Car en unissant nos forces, nous pouvons véritablement marquer l'histoire en éliminant cette maladie une fois pour toutes. Engageons les membres, donnons et faisons en sorte que les efforts collectifs mènent à un avenir sans problème. La présidente de la commission pour le PP Hortense Bayam. Merci beaucoup, cher ami, pour ce message réel des décisions délivrées de la part de la vice-présidente avec le photographe Hortense Bayam. En ligne, son groupe s'appelle Wassam Levé, il a pour nom Bola Daniel Babadian.
Voilà, avez-vous raison de considérer que tu es divers? Si oui, la parole est à toi. Merci beaucoup. Bonsoir, cher ami protocole. Bonsoir, cher président. Bonsoir, cher Pépé. Chers amis, à nouveau, bonsoir. En effet, j'ai un divers au nom de mon club, le Rotary Club Cotonou Lagune. Il s'agit de la mobilisation de ressources pour notre projet Novembre Bleu, dépistage volontaire du cancer contre la prostate. Vous savez, dans le cadre de notre engagement commun pour la santé publique, nous vous invitons à participer activement à notre deuxième édition du projet Novembre Bleu, qui est une initiative du Rotary Club Cotonou Lagune pour faire dépister de façon volontaire le cancer de la prostate destiné aux hommes de 50 ans et plus. Ce projet est organisé en partenariat, bien évidemment, avec le cabinet d'urologie Salem. Et nous sollicitons bien évidemment votre contribution. Alors, pourquoi ce projet? Vous savez, le cancer de la prostate est l'une des principales causes de décès chez les hommes. Mais malheureusement, il est souvent diagnostiqué très tardivement. Notre objectif pour cette deuxième édition est de dépister 100 hommes et de sensibiliser plus de 5000 personnes à l'importance de dépistage précoce. Alors, lors de l'édition précédente, des résultats très alarmants ont révélé que près d'un tiers des participants présentaient des signes nécessitant un suivi médical immédiat. Alors, rapidement, quelles sont les dates à retenir pour cette édition? Nous avions la préinscription qui est pour le 30, qui va démarrer du 30 octobre au 4 novembre, et le dépistage en lui-même va débuter du 4 novembre au 15 novembre, sauf les week-ends. Je voudrais compter au nom de mon président absent sur la mobilisation des 3 clubs ici présents et même des autres clubs présents, que ce soit en salle ou en ligne, pour se mettre à nos côtés pour pouvoir réaliser cette action qui est vraiment imminente. Merci beaucoup. Pour plus d'informations, bien enregistré, les dates sont bien inscrites. Lui, il n'a plus de répit jusqu'au 2 novembre. Il est un porteur permanent de leader à toutes les réunions des clubs Rotary. Il a pour nom, elle a formé. Président de la commission action Rotary Club Cotonou Lagune. Donc, nous avons déjà remarqué ou constaté déjà la dynamique du retour 2024. Dans la même lignée, nous allons rappeler rapidement deux dates pilotes. Déjà le jeudi prochain, le 4 octobre, nous sommes dans une école alternative. L'école alternative, c'est, on appelle souvent PCA, programme de cours accéléré, c'est une primaire, mais une école qui donne une seconde chance aux enfants qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école ou qui ont été déscolarisés à cause de diverses situations. Donc, nous sommes dans une école à Pidoucet, l'école s'appelle l'école alternative La Paz. Dans cette école, nous allons pouvoir faire des activités ludiques avec les enfants de cette école, avec les apprenants de cette école, pour pouvoir les informer davantage, sensibiliser davantage sur la poliomyélite. Et le 2, nous vous invitons tous pour le point d'orgue à cette soirée qui sera bien sûr, réalisée ici, bien sûr, un cortège. Il y a vu déjà stipulé le visuel, plus Warrior cortège, on va faire le 2 novembre, même à partir de 19h. Donc, la participation des participants, il faut que vraiment tout le monde puisse. 10 minutes donnant pas quelque chose, j'aurais appris. Oui, t-shirt et puis
Comme celle que j'apporte. D'accord. Les tickets sont disponibles aussi sur la. Président. Oui, tout à fait, cher ami protocole. Les tickets sont déjà disponibles et les amis qui peuvent déjà me rencontrer avec eux. Merci. Un souvenir donc ce soir, c'est de rentrer avec son ticket. Je me voudrais de ne pas finir sans reconnaître tous les amis qui ont contribué à la livraison de cette belle lettre de l'amitié, les amis du Taïwan du Cotonou Vivre, le club d'accueil, les amis du Taïwan du Cotonou Bruxelles, et les amis également du Taïwan du Cotonou, locomotive. Quant à moi, c'était un plaisir. Cher ami président, merci de me prendre la parole pour m'inviter sans beaucoup de la réunion. Merci. Merci bien, ami protocole, pour cette belle coordination aujourd'hui, cette soirée où nous réunissons autour du sujet très préoccupant pour les statistiques et nous sommes engagés en tant que alors, chers amis, je tiens à nous remercier pour vraiment l'attention. Merci infiniment et bon pour chacun. Mais avant, je voudrais quand même rappeler que nous sommes encore très fiers de nous, de vous. Nous ayons à nos côtés le développement. Galvaniser davantage, également des occasions, remercier davantage les bailleurs, ces derniers ont distribué chaque année à hauteur de $100. Voilà, chers amis, merci à tous et à bientôt. Nous sommes en position libre, une table hôtel et maintenant de l'autre. Mais il y a la photo de famille. La photo de famille, capteur l'image, c'est nous remercions tous les amis qui sont restés en ligne jusqu'à la fin. Encore une fois, merci. De toute chose, merci pour les amis de la réunion en place à celui-ci. La photo de famille. Photo de famille en présentiel, photo de famille. Nous sommes